Merci à notre invité d'être assis à cette place où les plus grands sont passés d'ailleurs. C'est vrai. Ça va la team? Rémi Romarchon est avec nous, ça va et toi? Très bien, merci de l'invitation, je suis content d'être là. Bon, écoute, je sais que c'est pas la première fois que tu viens. Peut-être la première fois dans ces studios. Ouais, j'avais pas connu celui-ci, ouais. Bon bah voilà, tu inaugures ça. T'es impressionné ou pas? C'est vous qui m'impressionnez, là, vous êtes là tous les trois face à moi, là, c'est tout ce qu'on voulait. J'ai un peu chaud, là. C'est vrai qu'il faut expliquer aux gens qu'il est en face d'une sorte de tribunal. Ouais. Comme ça. On a tous les bras croisés, là. Voilà. Prêt à en découdre. Tu viens nous présenter la deuxième édition de ce livre Road Trip NBA qui était sorti la première fois, si je me trompe pas, il y a à peu près 2 ans. Ouais, tout pile, ouais, c'était début de saison NBA il y a 2 ans, c'est ça. Voilà, et là t'as fait une nouvelle édition avec 2 villes en plus, Seattle et Vegas. Yes. Et un nouveau code couleur. Exactement. Bleu. Pourquoi on s'est dirigé vers ce petit bleu là comme ça? C'est mon nouveau petit baby. Écoute, déjà, moi je voulais le remettre un peu à jour. Tu sais, le problème d'un bouquin comme ça qui parle de NBA, de culture américaine et tout, c'est que tout change tellement vite en fait. Tu vois, en 2 ans, j'ai l'impression que mon bouquin il avait pris un coup de vieux. Il fallait que je parle du fait que Denver a été champion NBA. Il fallait que je parle de Seattle et de Vegas parce que c'est des villes qui vont devenir des équipes NBA. Il fallait que je raconte un petit peu tout ça, puis des nouvelles photos, donner envie aux gens d'aller fouiller un petit peu dedans. Donc voilà, j'en ai pondu un deuxième. Très bien. On parle du livre, mais pour ceux qui te connaissent pas, t'es journaliste sportif et t'officies sur beIN Sport depuis pas mal de temps. C'est plus de 10 ans, non? Ouais, on a commencé en 2012, ça fait 11 ans, ouais. Ouais, ça passe vite. Le coup de vieux dans la gueule. Ah, tu viens de te prendre là comme ça. Ton parcours, c'est quoi exactement en fait? Comment on fait de sa passion son métier? Parce que c'est ta passion le basket à la base. Ouais, de fou. Moi, j'ai joué au basket toute ma vie. Bah écoute, j'ai eu de la chance, je pense, au fil de mon parcours. Je voulais être journaliste en fait, moi. Donc j'ai fait des études pour. Je fais une école de journalisme. Comme j'étais un dingue des States, j'ai toujours kiffé ce pays, la langue, la culture, tout ça. J'ai réussi par mon école à faire un bout d'échange une année là-bas dans le Colorado, dans une fac là-bas. Okay. Et je suis tombé en kiff. Bah tu sais, la vie sur un campus ricain, dans une maison avec 4 Américains. Attends, justement, nous on l'a pas vécu. C'est quoi la vie dans un campus américain les fêtes et tout. Quand on est étudiant? Est-ce que c'est comme dans les films? Franchement, ouais. Ouais, tu sais, t'imagines, moi en plus, j'étais dans une fac, je vous dis, perdu dans le fin fond du Colorado, qui a un état magnifique, tu vois, que personne connaît, mais c'est dans les hauteurs, dans les montagnes, il fait beau, il neige tout le temps, mais c'est chouette. Et tu te retrouves sur cet immense campus, t'as des pelouses, tu passes d'un bâtiment à l'autre, les gens font du sport, font la fête tous les soirs, tu fais tes cours quand même de temps en temps, t'as du sport tout le temps, de temps en temps, ça compte. Et puis surtout, t'as ce côté, tu sais, je vous dis, moi je vivais en coloc avec 4 gars, on était dans une maison, t'imagines 5 gars de 20 piges dans une maison, c'est un peu le bordel. On regardait du sport à la télé tout le temps, on allait en soirée, on allait en cours, je sais pas, il y a ce côté un peu magique, tu vois, des films, des séries télé que tu regardes, et moi j'ai vécu ça et c'était un kiff total, quoi. Le français avec son petit succès ou... Ça marche bien. Ça marche bien. Est-ce que t'as fait l'effort de garder ce petit accent français quand tu parlais anglais, parce que ou tu voulais à tout prix vraiment prendre le bon accent anglais? Non, mais tu sais quoi, alors blague à part, le vrai truc qui m'a énervé, c'est que moi je pensais parler grave bien anglais, j'étais persuadé que j'étais bilingue et tout, et en fait quand t'arrives là-bas et tu dis aux gens juste hey, how you doing? Tu vois comment ça va? Le mec ils te font oh, where you from? Tu vois, tu viens d'où? Ils savent que t'es pas de... Ah ouais, ça me foutait la haine. Je dis une phrase, vous savez déjà que je suis pas américain, quoi. Donc non, j'ai gardé mon accent. Ouais. Et toujours maintenant, malgré ce séjour intensif. Ça on le gomme pas, mais tant mieux. C'est bien, oui, c'est bien qu'on sache d'où on vient. On est fiers en général d'être français quand on va aux États-Unis. Alors il y a eu justement, tu disais beaucoup de sport, les études de basket, de journalisme, pardon, les études de basket. Et après ça, comment tu passes de ça à la télévision, par exemple? Bah, tu rentres dans le métier petit à petit, tu sais, en tant que journaliste, tu te fais ta place comme dans n'importe quel taf, je pense, t'es tout en bas de l'échelle. Moi, j'ai commencé dans ce qui était à l'époque l'équipe télé, Eurosport, des chaînes de sport, parce que c'est mon kiff, j'aime le sport, voilà. Donc, tu rentres tout en bas, t'es ce qu'on appelle assistant d'édition, tu montes des images, etc. Puis petit à petit, en taffant un peu, bah, tu grimpes un petit peu dans ce qu'on te propose de faire, en fait, tu vois, comme taf. Puis je suis arrivé à la présentation d'émissions. Et puis moi le déclic ça a été qu'en fait j'ai tellement kiffé les States que j'ai voulu revivre le truc et à 24 piges je me suis lancé, je me suis dit bah vas-y on tente le tout pour le tout. J'ai pris ma petite caméra, mon ordinateur et je suis parti m'installer à Los Angeles. Okay. Bah ouais, ça va hein. Et j'ai pris ce risque là, tu vois, j'avais aucune garantie, je connaissais personne, rien. Et je m'installe là-bas et au final ça a été charmé. J'ai passé 3 ans là-bas à taffer en tant que journaliste pour les chaînes françaises, correspondant en fait, tu vois, de là-bas. C'est pas les chaînes qui t'ont envoyé? Non, c'est moi que je suis parti en solo. Une fois sur place, je leur ai proposé. Je leur ai dit écoutez, je suis là-bas. Si vous voulez du contenu, je vous propose. Et tu vois, j'ai harcelé les gens tous les jours. Je leur disais je peux vous proposer ci, ça, machin. Et puis je me suis retrouvé à bosser pour la NBA, pour Canal+ à l'époque, pour BFM TV, à faire des news parce qu'il fallait faire d'autres choses aussi. Je faisais du reportage, du docu. J'ai fait les Oscars. J'ai fait plein de trucs en fait qui étaient charmés. C'était pas que par rapport au
au basket du coup. Bah moi Au c'était mon début, kiff non. à la base, Ouais. mais je pouvais pas en vivre uniquement, tu vois. Ok. Donc j'ai fait autre chose. Et donc voilà, je passe 3 piges là-bas, et puis on arrive en 2012 quand Beansport se crée, et je reçois un coup de fil. Si t'es prêt à rentrer à Paris, et ben il y a un taf pour toi sur la NBA. Voilà, et je l'ai pris. C'est lourd. Énervé. Ah Trop bon bien. T'as provoqué le truc, quoi, vraiment, là, pour le coup, t'as provoqué ton destin un peu. Hein. J'ai Ouais. envie de le croire, j'étais sans doute un peu con à l'époque de tenter ça, parce qu'il faut quand Bah, même la être preuve malade que pour non. partir, mais ça a marché, j'ai eu ça a un peu de payé. chance. Ça a Ouais, payé. de On a parlé de ce bouquin, on va en parler en détail, mais juste avant ça, entre les 2 éditions, il y a eu un autre petit guide que tu as sorti, Yes. qui est plus un guide qui s'adresse aux touristes pour le coup. Ouais, complet. Ça s'appelle Road Trip NBA, le guide USA. C'est un vrai guide de voyage. En fait, ça c'est né d'une idée. Tu sais, il y a plein de gens qui avaient mon premier bouquin et qui me disaient, qui était grave cool. Tu vois, les retours étaient sympas. Qui me disaient, ton bouquin il est charmé, c'est très bien et tout. Mais le problème, c'est que je pars aux States en vacances, en voyage, et il est trop lourd. Tu vois, je peux pas l'emmener parce que tu t'as pas envie d'emmener ça dans ton sac à dos. Tu sais, aux States, Ouais, tu c'est comptes un le peu- moins de kilos dans Ouais. la valise. Parce que et tout. c'est vrai, on a la radio, les gens ne Et voient pas. c'est mais- lourd, hein. mais c'est un beau. Regardez. C'est un C'est un beau beau bébé, quoi. BG. C'est ma taille. Juste pour que les gens comprennent. Voilà. Il est lourd. Il est lourd. Et donc du coup, l'idée a un peu germé. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais faire en fait un vrai guide de voyage. Et donc j'ai repris un peu le concept, c'est-à-dire ville par ville, Denver, New York, Miami, Los Angeles, toutes les villes des States où t'as du basket. Et je raconte dans chaque ville ce que tu peux bouffer, où t'acheter ta petite paire de chaussures, quel Ah. sport aller voir, tu vois la musique aussi que tu vas écouter. Ouais, T'écoutes j'ai- pas la même chose quand t'es à Miami ou Quand t'es à Atlanta. ou quand t'es à Atlanta, Ah, clairement, ça, c'est tu vois. bien, ça sert bien ça. Donc voilà, et ça c'est un vrai guide de voyage que tu peux Ok. te prendre dans ton sac. Donc t'as repris Trop ça, cool. t'as développé un peu parce que j'imagine qu'il y a plus d'adresses parce que là Ah c'est bah quand c'est même. c'est voilà. complètement différent, c'est un autre objet, il y a des adresses de partout, voilà, là c'est un vrai guide de voyage l'autre. Ok. Pour en venir à celui-là, donc tu prends ville par ville. On appelle ça des franchises pour ceux qui connaissent pas Ouais. bien le basket. Les clubs, ça s'appelle des franchises là-bas. C'est vraiment ce qu'on disait tout à l'heure en tête, le côté business qui est très très assumé aux États-Unis. Et puis pour chaque ville, tu vas donner un petit plan bouffe, un petit plan truc. Par exemple, je vais prendre l'exemple de Philadelphie. Yes. Philadelphie, tu parles du Philly cheesesteak sandwich. Ouais, grave. Explique aux gens ce que c'est par exemple, tiens. Ah bah typiquement Philly, leur truc pour la bouffe c'est donc le Philly cheesesteak. Le Philly cheesesteak c'est quoi? C'est leur sandwich à eux, c'est un truc à la base qui est la bouffe du midi des ouvriers sur place. Tu sais, les mecs qui ont sur le chantier, qui ont pas trop de temps, qui ont pas trop de thunes et qui doivent manger vite fait, et ben ils vont dans les food trucks en bas du chantier et t'as toujours un mec avec un grill qui te fait un sandwich dans lequel il t'émince de la viande très fine, il te met du fromage là-dedans, il te mélange tout ça avec des oignons et il te met ça sur un pain un peu brioché là. Et les mecs bouffaient ça à l'époque. Ça s'appelle le Philly cheesesteak, c'est devenu la spécialité du coin. C'est chambé. Alors évidemment, c'est hyper gras, Ouais. hyper calorique, Ouais, de hyper ouf. tout ce que tu veux. Mais c'est une tuerie et quand tu vas à Philly, t'es obligé de tenter un Philly cheesesteak. Et donc je te mets 2-3 adresses où aller quoi. Ok, à et ils sont Philadelphie- toujours aussi peu chers ou pas? Ouais, c'est Wow. c'est un truc. Tu payes $6 ou $5 ton sandwich, tu Putain, vois. trop Et bien. selon les endroits, t'en as des meilleurs, des moins bons, des voilà. Et t'es à terre ça après. fait partie du truc. Ouais, grave. C'est Tu le, manges ça. le Philly cheesesteak, Ouais, ça fait grave. vraiment partie de leur culture là-bas, hein, De fou. vraiment. Parce que, comme je disais à Muxa, je regardais un documentaire sur Kevin Hart, un humoriste qui est de Philadelphie. Mhm. Premier truc qu'on voit dans le reportage, Ouais. il arrive dans sa ville où il a grandi, il va direct manger ça. Bah ouais, ils sont dingues de ça. Mais alors Philly, c'est une ville, c'est marrant parce que ça a rien à voir, mais moi je compare ça en France, tu vois, les gens ils me demandent souvent comment tu peux comparer telle ville et tout. Philly pour moi c'est Marseille. C'est-à-dire que Ah ouais. c'est les gens qui sont passionnés, qui sont dingues de sport, c'est des malades, qui sont un peu foufous aussi, tu vois. C'est-à-dire qu'ils sont capables d'être méga durs avec leurs équipes quand elles sont pas fortes, quand elles perdent et tout. Mais il y a cette passion là. Alors bon, la différence c'est qu'il pleut tout le temps à Philly par contre. Ah ouais, il pleut beaucoup. Ah de fou. À Philadelphie, il y a un endroit mythique aussi. C'est la statue de bronze de Rocky Balboa. Bien sûr. Tout en haut des marches. Moi, je suis fan de Rocky. Ok. C'est fou. Et Lourd. j'ai fait beaucoup de villes aux États-Unis, mais jamais Philadelphie. Et je ferai un jour la fameuse montée des marches. Est-ce que tu l'as fait, toi? Bien sûr, je En- l'ai fait en courant. En courant comme un idiot, comme tous les abrutis, Comme en tous les filmant touristes. ça, Comme voilà. tous les touristes. Et c'est chambé à faire, tu prends ta photo en haut, tout le monde le fait, hein, je te rassure, si tu vas là-bas et que Ouais, tu le ouais. fais, tu vas faire la queue, t'auras 10 mecs qui feront pareil avant toi. Mais ça se fait Mais tu le évidemment. fais quand même. Ouais. Que toi qui as beaucoup visité les États-Unis, qu'est-ce que t'aimes là-bas et qu'est-ce que t'aimes pas? Il y a tellement de choses. En fait, c'est un pays de malades, c'est un pays de contradictions, les States. C'est-à-dire que moi, j'aime tout là-bas, aussi bien dans le positif que dans le négatif. Moi, ce que j'aime, c'est déjà, vu que c'est ma passion, la culture du sport là-bas. Les mecs, ils kiffent le sport, ils adorent ça, c'est valorisé. Les gamins à l'école, ils font À du sport l'école, tous ouais. les jours, Ah ouais. tu vois. Ce qu'on n'a pas compris en France d'ailleurs. C'est vrai. Il y a des trucs après, c'est que ça reste un pays qui a réussi à, tu vois, si on est un peu plus réfléchi à élire Donald Trump président, qui réfléchit à le remettre au pouvoir l'année prochaine d'ailleurs. De ouf. Tu vois, enfin, il y a quand même, c'est un pays qui est en train de revenir sur des lois, sur l'avortement, sur des choses. Donc
Donc c'est un pays de contraste, mais c'est un pays de passion en fait. Moi j'aime cette langue, j'aime leur culture du sport, j'aime leur culture de l'outdoor. Moi je passe du temps dehors, tu vois. Moi j'ai vécu à Los Angeles, les mecs ils passent leur vie dehors là-bas. Tu vas à la plage, tu vas courir dehors, tu bouffes dehors le midi. Le camping, le barbecue, voilà, exactement. Tu vois, ils truc. adorent faire ça, les road trips. Moi c'est pour ça que j'ai appelé mon livre Road Trip NBA, parce que les mecs ils adorent prendre leur voiture et se balader. Et ça, j'ai l'impression qu'on n'a pas cette culture-là en France. Donc voilà, moi, il y a plein de trucs qui m'attirent là-bas. T'as fait évidemment... Est-ce que t'as fait tous les stades ? Alors non, sur les 28 villes de NBA aujourd'hui, j'en ai fait 25. Pas mal. Il m'en manque 3, ouais. Selon toi, du coup, d'après cette expérience-là, quel est le meilleur public des USA ? Elle est dure, ça là. En basket, en tout cas, t'as 2-3 villes qui sont fortes. Boston, que j'ai fait il y a 2 ans là pour les finales NBA, ville de malades. Les mecs ils hurlent, j'ai jamais eu autant de bruit dans une salle. Ils sont dingues au début des matchs, c'est fou. Donc Boston, fort. Et puis t'as souvent les villes, tu sais, où t'as un peu que ça en fait. Genre, bah tiens, je parlais avec un de vos potes en régie tout à l'heure qui est fan de Portland. Bah Portland, t'as un peu que ça en fait, parce que t'as pas de foot US, t'as pas de baseball, t'as pas de voilà. Et donc les mecs ils sont dingues de l'équipe. Ça s'appelle les Blazers là-bas, et ils hurlent, ils supportent l'équipe. D'ailleurs c'est un peu dur en ce moment parce que l'équipe elle est pas terrible. Mais... Surtout qu'ils ont plus leur meilleur joueur. Ouais, grave. Donc voilà, mais il y a des villes comme ça où les mecs sont passionnés, alors que quand tu vas dans les grandes villes genre LA par exemple, bah ça crie un peu moins. Mais tu vois, c'est ce qu'on dit, c'est normal dans une grande ville, c'est comme à Paris, tu vois, on dit que c'est pas la meilleure ambiance au Parc des Princes du monde. Bon bah je peux l'entendre, tu vois. Ouais, parce qu'il y a des vrais supporters vraiment fervents, mais il y a aussi beaucoup de touristes maintenant. Bien sûr, voilà, c'est un peu logique. Ouais. Qu'est-ce qui revient le plus lors de tes voyages ? Qu'est-ce qui est revenu le plus quand tu disais que t'étais français ? Quand on dit les Français, ah oui les Français. Ouais. Ah putain, c'est une bonne question ça. Tu sais que des fois j'ai eu droit au cliché mais ultime. Il y a des gens qui étaient persuadés que je me douchais une fois par semaine. Mais ça, les Français ils ont une réputation. Non mais je suis une seule fois de ma vie à Los Angeles et aux États-Unis, on m'a dit pareil, vous douchez au déo, non ? Comment ça en fait ? Quand ils croient qu'on met du déo, déjà c'est un bon début déjà. Il y a des clichés un peu foufou comme ça. Après ça dépend sur qui tu tombes. C'est comme partout dans le monde en vrai. Tu vois, t'as des gens, tu leur dis que t'es français, ils ouvrent grand les yeux, ils sont impressionnés, tu vois, ils trouvent ça cool parce qu'on a, mine de rien, je pense qu'on a une belle image les Français. Tu vois, on a une image historique, culturelle, tout ça. Mais tu peux tomber sur des abrutis partout de toute façon, que t'ailles aux States ou ailleurs. Ok. Donc tu leur as prouvé que t'étais propre. C'est bon. Je me douche un peu plus d'une fois par semaine. Tu nous as vengé en quelque sorte. Bon. Moi j'aurais bien aimé savoir du coup, est-ce que toi, après moi je t'aime bien sur Beansport. Hein. Ah c'est gentil. Attends, parce qu'en général quand il y a un compliment derrière... Non, c'était juste pour ça. Est-ce que toi tu pourrais quitter NBA Extra là tout de suite et Beansport si on te propose de bosser à ESPN ou à Sports Center par exemple? Ah elle est bonne, je crois que t'allais me dire à Move. Move, la réponse aurait été très facile. Je vais dire oui évidemment. Alors ESPN par contre pour ceux qui connaissent pas, c'est une grosse chaîne sportive. Une grosse chaîne sportive aussi, et Sports Center aussi, parce que du coup Sports Center moi je regarde souvent avec Stephen A. Smith. Bien sûr. Je te vois trop avec lui. C'est pour ça que je bah écoute, ça me flatte, ça me fait plaisir. Moi je suis un dingue des stages, j'ai toujours dit partout, de toute façon moi j'ai pas de plan de carrière dans la vie, j'adore ce que je fais, je surkiffe mon taf, je fais partie des privilégiés, tu vois, qui ont la chance de kiffer ce qu'ils font. Mais je ferme aucune porte. Moi les stages, je suis passionné de ce pays, je sais que j'y retournerai un jour. Alors tu vois, j'ai un peu le temps, je vieillis, mais j'ai que 38 piges, j'ai encore un peu le temps. Je me dis que peut-être que dans 5, 10, 15, 20 ans, peut-être qu'un jour je retenterai le coup, tu vois. Mais j'ai pas de projet aujourd'hui, je suis bien dans ce que je fais, si on vient frapper à ma porte, bah écoute, j'écouterai quoi, ouais, grave, au feeling. Road Trip NBA, c'est le livre dont on parle depuis un petit moment maintenant, quasiment 17h15 avec l'écrivain Rémi Reverson. J'aime beaucoup, je t'appellerai l'écrivain, ce sera pas le journaliste, c'est l'écrivain. Ça me va, vous pouvez me vous voyez, tout ça me va. On peut le faire, comme si on était dans une émission littéraire, il n'y a pas de problème. Le livre est dispo en tout cas, si vous ne l'avez pas chopé dans sa première édition. La nouvelle édition est dispo, on rappelle qu'il y a 2 villes, Vegas et Seattle, qui ont été rajoutées. Et puis petit update aussi sur pas mal de trucs. Tous les textes mis à jour, des photos qui ont été rajoutées, on parle de plein de choses, les textes qui racontent un petit peu les dernières nouveautés en NBA aux States, c'est tout mis à jour. Ok. Et nouveau code couleur, voilà. Donc même si vous avez le premier, finalement, prenez le deuxième, vous aurez la collection. Ça fera un beau cadeau au pire. Exactement. Olivia. Moi, je connais pas trop l'univers de la NBA et tout. C'est comment l'ambiance ? C'est très différent de ce qu'on connaît en France. Tu vois, on se base sur ce qu'on a en France avec ce qu'ils appellent le soccer, notre foot en fait. Quand tu vas dans une salle NBA, c'est marrant parce que les gens ils viennent voir un spectacle en fait. Ils viennent pas juste voir un match. Tu les vois en fait, les gens ils viennent. Déjà ils s'achètent tous à bouffer, ils ont leur bière, leur nachos, leur coca, ce que tu veux. Ça c'est génial ça. C'est plutôt cool moi je trouve. Et t'as pas l'esprit un peu dark du supporterisme français. Bah on a vu ce qui s'est passé à Marseille dernièrement, tout ça. Aux States t'as pas ça. Ça se tape pas dessus. Ça se tape pas dessus. Il y a pas de cop de supporters. Il y en a qui disent qu'il y a moins de passion. C'est pas tout à fait vrai moi je trouve. Mais c'est marrant parce que les gens ils viennent pendant les temps morts voir ce qui se passe. Tu sais t'as les cheerleaders
qui dansent, les gens qui viennent lancer les t-shirts, les gens ils veulent danser dans les gradins pour apparaître, tu sais, sur la kiss cam ou tout ça. Ça les fait gueulerie, donc c'est très différent. Mais tu vois, moi, l'exemple que je prends toujours, j'ai ramené mes parents quand j'étais à Los Angeles leur faire découvrir, ils sont venus me voir là-bas, et j'ai ramené ma mère à un match de basket NBA qui connaît rien à la NBA. Ma mère, tu vois, elle s'en fout de la NBA. Et bah elle est venue, elle a quand même kiffé. Elle m'a dit que c'était chambé parce qu'elle a vécu un spectacle et tout, c'était cool quoi. Ouais, c'est vraiment un spectacle, je trouve. Ouais, c'est ça qui est fou, c'est même si t'aimes pas le sport, en fait, tu t'en fous parce que tu vas passer un bon moment avec, comme tu disais, entre les cartons, un vrai spectacle. On voit des petits couples de vieux qui viennent assister au match, des bandes de meufs aussi, un truc qu'on voit pas dans le foot par exemple. Ouais, c'est pas du tout le même public qui vient et c'est ça qui est chouette. Et je vous conseille vraiment, tous ceux qui ont le kiff, tu vois, le fantasme, le rêve d'aller faire un voyage aux States, on a tous envie d'aller à New York, découvrir un jour. Ceux qui ont la chance de le faire, même si vous êtes pas sport, prenez des places, allez voir un match au Garden, allez voir les Knicks, allez voir les Nets à Brooklyn et vous allez découvrir un truc. Franchement, c'est charmé. Ok, tu dirais que l'environnement il est sain ou pas du tout? Beaucoup plus que. Et tu vois, j'aurais moins de soucis. Pourtant, je suis un dingue de sport en général, je suis un dingue de foot, je suis un fan du PSG, je suis tout ça, tu vois. Moi, j'adore aller au stade, au Parc des Princes. Mais alors, j'ai pas la chance d'être papa aujourd'hui, mais si j'avais un gamin, un fils, une fille en bas âge et tout, je sais pas, je serais pas hyper safe à l'idée de l'emmener au stade quand je vois des fois ce qui se dit, ce qui se fait et tout. Alors que dans une salle NBA, j'ai zéro souci. Ok. Bon bah c'est cool, ça te donne envie. J'irai. Tu m'as convaincu. Voilà. J'aimerais bien savoir, du coup, je suppose que tu es déjà allé voir un match de NCAA. Bien sûr. Ceux qui savent pas c'est quoi, c'est les matchs universitaires du coup. Et là-bas au States. Dans lesquels il y a un sacré gros niveau, il faut le dire. Hein. Ouais, c'est l'équivalent d'un match pro dans le sens où c'est dans les mêmes salles, t'as 18 000 personnes, c'est blindé. Hein. Et moi, je voulais savoir si c'est vraiment vrai ce qu'on raconte. Est-ce qu'il y a plus de ferveur dans les matchs universitaires qu'en NBA? Ouais, parce que le truc, c'est qu'en match universitaire, donc NCAA, t'as pour le coup ce qu'on appelle les student sections, c'est-à-dire les étudiants en fait qui ont des places pas chères de la fac pour venir voir jouer leur équipe. C'est ce que moi j'avais quand j'étais dans ma fac. Ils payent genre $2, $3, $4, et ce qui est normal, tu vois, les mecs ils payent déjà tellement cher leur fac, donc on leur permet d'aller voir le match de leur équipe. Et eux, ils sont complètement dingues pendant les matchs. Les mecs, je sais pas, tu prends n'importe quelle fac, elles ont toutes des couleurs, tiens, je sais pas, une fac connue, Syracuse, ils sont orange. Les mecs, ils se peignent le visage en orange, ils viennent hurler pendant tout le match et tout, et ils foutent le feu pendant le match. Donc ça rajoute un truc, clairement. Ok. Et j'ai vu, du coup, sur Beansport, t'es pas que sur le basket, il y a aussi le football américain. Yes. Ça t'est venu quand t'es arrivé là-bas aux États-Unis ou bien t'étais déjà fan de NFL avant d'y aller? Alors moi j'ai toujours kiffé, je te dis, la culture américaine en général, donc je m'inspire un peu de tout. Le foot US je kiffe, comme j'étais dans le Colorado pour mes études, je suis devenu fan de l'équipe de là-bas, c'est les Denver Broncos. Et là il se trouve que cette année à Bean on a lancé une nouvelle émission qui s'appelle NFL Extra, qui est comme la NBA mais c'est toutes les semaines du coup, puisque la NFL se joue tous les week-ends. Et moi je kiffe ça, j'adore. Je sais que c'est un sport qui est dur à suivre pour les gens parce qu'il y a plein de temps morts, et d'habitude les gens ils viennent pour le Super Bowl, ils viennent voir Rihanna à la mi-temps et voilà. mais moi j'essaie de transmettre cette passion du jeu parce que c'est un sport tellement stratégique qu'il est grave cool à suivre. Ouais, franchement c'est cool. Et juste une dernière question, c'est qui ton joueur préféré à part Kobe? Ah, il sait déjà que je kiffe Kobe. Ah bah oui. J'étais un amoureux de Kobe moi. Alors si tu me demandes de trancher le débat Jordan-LeBron, je vais me faire 50% d'ennemis et 50% d'amis. Mais moi je dois être trop vieux, je suis team Michael Jordan moi. Ah bon, non, après on accepte toute réponse est acceptée. On est d'accord là-dessus. Tu en parlais, t'es un amoureux de Kobe, t'es grand fan des Lakers. Yes. J'imagine qu'il y a un moment qui a été très dur à vivre dans ta carrière, c'est sa disparition, une vraie légende. D'après ce que j'ai compris, tu annonces sa disparition 15 minutes après, en direct à l'antenne, après avoir appris la nouvelle. On l'a vu dans l'émission T'es super ému, etc. Comment on gère ce genre de moment de direct ? Bah, c'était ce moment-là dont tu me parles, c'était le 26 janvier 2020. C'est sans doute le moment le plus marquant, tu vois, de ma carrière, moi, de journaliste. Comme tu dis, en fait, c'est un dimanche soir. J'ai l'antenne à 21h dans mon émission, le SNL, vous en parlez tout à l'heure, le Sunday Night Live. Et on apprend par Twitter, on voit les news passer à 20h45. Les news qui défilent, Kobe est mort. Accident d'hélicoptère, sans vraiment y croire terrible. Au début. Bah moi j'y croyais pas, c'est quand j'ai vu TMZ là, j'ai dit ah bon peut-être que c'est vrai. Tu vois les 7 étapes là du deuil là, le déni, on était tous dans le déni au début, c'est quoi cette fake news et tout. Ouais, j'étais trop comme ça. Bref, la news tombe, moi en tant qu'amoureux de Kobe et tout, bah c'est complexe quoi à ce moment-là. Déjà on jette l'émission qu'on avait préparée à la poubelle et on se dit avec les gars qu'est-ce qu'on fait, et on part à l'antenne et on décide pendant 3 heures de parler de Kobe, de nos souvenirs de Kobe, de ce qui et on se retrouve à l'antenne. Et moi je me souviens sur le Bonjour, c'est terrible parce que à ce moment-là moi je suis plus journaliste mais je suis juste un fan comme tous les autres, tu vois, un être humain comme tous les autres.
Et je prends l'antenne, salut tout le monde, enfin bonsoir tout le monde, on est dimanche soir, 26 janvier, on vient d'apprendre une terrible nouvelle, Kobe Bryant vient de mourir. Et là, je peux plus, tu vois, je fonds en larmes, direct. C'est plus fort que moi. Et comme si c'était un proche, quoi. Bah ouais, c'est le mec qui m'a fait aimer le basket, je l'ai couvert au quotidien, je l'ai interviewé, c'est grâce à lui que je suis arrivé dans ce sport, il m'a fait rêver tellement de fois. Et donc voilà, et heureusement j'avais mes collègues qui étaient avec moi en plateau qui ont pris la main et qui étaient un peu plus solides sans doute que moi nerveusement, tu vois, et on a tenu l'antenne pendant 3 heures, mais putain qu'est-ce que c'était dur quoi. Ouais. Okay. Ça reste jusqu'ici le moment le plus marquant, ouais, c'est ce que tu disais. Clairement. Et est-ce qu'il y a une personne qui t'a particulièrement étonné ou marqué émotionnellement, non, humainement parlant? Bah il y en a plein, tu sais quoi, je trouve qu'on a une chance folle nous les journalistes basket de bosser avec les basketteurs parce que c'est un bonheur, tu vois, les Français par exemple, travailler avec les joueurs français, c'est vraiment un kiff total, c'est-à-dire que les mecs sont, je sais pas pourquoi, je sais pas à quoi c'est dû, ce serait intéressant d'ailleurs de s'intéresser à ça, de voir nos basketteurs français qui sont tous éduqués, qui s'expriment bien, qui sont ouverts à ça. Tu vois, moi, parmi les Français, tout le monde dans le milieu sait que je suis assez proche de Nicolas Batum, par exemple, qui vient de partir à Philadelphie, qui vient d'être tradé. Ouais. Et ben Nico, c'est un mec en or. Tu peux parler avec lui, le mec, il est millionnaire, mais par centaines de millions. Enfin, il est richissime, il pourrait s'en foutre de tout. Et non, c'est un mec intelligent, qui s'intéresse à son sport, qui en parle, tu peux avoir une conversation avec lui sur tout et rien. Il adore les débats, tu vois, il est comme vous, il adore débattre de tout, de rien. Je me souviens, on avait eu un débat une fois sur la bouffe. T'es plus Five Guys ou In and Out, tu vois les trucs de là-bas. Moi je dis moi j'aime Five Guys, non moi j'aime In and Out et tout. On avait passé une demi-heure à parler de ça. Okay. C'est cool quoi, c'est cool de bosser avec des mecs comme ça. Bon, on adore. Ok. On va être obligé de parler de Victor Wembanyama. Bien sûr. Wemby qui fait sensation depuis quelques mois déjà, depuis qu'on sait qu'il va arriver en NBA, etc. J'imagine que, évidemment, tu as suivi le match qui a eu lieu la nuit dernière. Ouais. C'était sa première fois au Madison Square Garden. Ce matin, tous les médias titraient qu'il était passé à côté de son match. Les supporters des Knicks lui ont vraiment mené la vie dure en scandant en chœur overrated, qui veut dire surcoté. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de son début de saison et de ce match en particulier d'ailleurs? Alors le début de saison, je pense qu'il est réussi. Faut pas oublier un truc, c'est que Victor, c'est un mec de 19 piges, c'est un gamin, tu vois, qui découvre la NBA. Il a 8 matchs NBA au compteur, tu vois, donc on va y aller tranquille. Il a déjà réussi à coller 38 points sur un match face à Phoenix, Kevin Durant, son idole. C'est incroyable. Donc on est tellement habitué à le voir brûler les étapes qu'en fait on en oublie que ce qu'il fait c'est surnaturel. Et que là, tu vois, cette nuit, il fait, je crois, 14 points ou 12 points, 14 points, je crois. Et on est déçu. Il a raté son match. Alors oui, il a été maladroit, oui, mais tranquille, il a 19 ans. Moi, je reste persuadé que c'est un mec qui va retourner la NBA. Qui va être une bénédiction pour le sport français en général et le basket français en particulier, parce qu'il va mettre, tu vois, un coup de projecteur de malade sur la France. On se rend pas compte, on a un Français qui, je pense, dans 2, 3, 4 ans va dominer la NBA, va être le meilleur joueur de toute la NBA. Je sais pas si vous vous rendez compte ce que je suis en train de dire là. On a eu Tony Parker, c'était chambé, mais Tony Parker n'a jamais été le meilleur joueur de la NBA, loin de là même. Pour ceux qui connaissent pas du tout le sport, ou très peu en tout cas, est-ce que tu peux expliquer pourquoi c'est un phénomène et pourquoi le fait d'être si grand et d'avoir ce niveau-là, c'est incroyable. Alors Victor, c'est un mec, déjà il fait 2m24, il a une envergure interminable, ses bras ils sont sans fin. C'est lui, j'ai vu des vidéos, ouais. Il y a des chances, ouais. Et il bouge tellement bien. Il bouge comme un mec de ma taille. Il bouge tellement bien, il court comme s'il faisait un mètre. Tu sais, normalement les grands c'est un peu dégagandé, c'est un peu bateau. Et lui non, il bouge, il a des mains en or, il peut shooter, il dribble, mais comme si c'était un arrière, comme il fait des trucs tous, ils le reconnaissent tous. LeBron James, tout le monde a dit que c'était un alien, on n'a jamais vu ça, etc. Ils savent, tu vois, les joueurs qui sentent quand même le truc, ils savent tous très bien ce qui arrive. Là, il y a un monstre qui leur arrive pleine tête là, et ils savent pas ce qui leur arrive. Donc il faut comprendre, Victor Wembanyama, il faut connaître ce nom aujourd'hui là. Tu le sens fort psychologiquement, parce que tu le disais, 19 ans, c'est très très jeune. T'as des gamins de 19 ans qui sont encore vraiment des bébés. Lui, il est déjà dans le grand bain. Est-ce qu'un match comme celui-ci, là, qu'il a un peu, en quelque sorte, raté, en tout cas, c'est ce que disent les gens, entendre 19 000 personnes scander surcoté, est-ce que ça peut l'affecter, ou tu penses qu'il est au-dessus de tout ça? Moi, je pense qu'il en tirera les leçons, justement, Victor. Il lui faut des matchs comme ça. De toute façon, il va en rater, des matchs, il en ratera d'autres. Comme tout le monde dans la vie, tu trébuches, et après, ça dépend si t'es capable de te relever ou pas, quoi. Et lui, je pense qu'il est, c'est un mec qui
est tellement bien entouré depuis qu'il a 14 ans. On lui répète que ça va être une superstar. Il a des parents qui s'intéressent à lui. Il est hyper intelligent, hyper malin. Il fait plein de trucs. Il lit des bouquins. Il dessine. Il aime le dessin, tu vois, Victor. Je veux dire, c'est rare chez les sportifs. Moi, j'ai pas entendu ça souvent. Un mec de ce niveau qui dessinait, tu vois. Non, mais c'est ouf, tu vois. Le mec, enfin bon, il est bien construit, tu vois. Et moi, je pense qu'il a peur de rien. Tu vois, un match raté cette nuit, ok, il doit se dire très bien, attendez le prochain, vous allez voir. Moi aussi, je pense qu'il entendra ce que tu dis, parce que ça va lui faire plaisir. Mais il entendra, parce qu'il nous écoute. Bah évidemment. Fervent auditeur. Entre deux matchs. On va terminer cette interview avec un petit quiz NBA. On t'a préparé un petit quiz. A priori, je l'ai testé sur Barreau, il m'a dit il va tout connaître. Ouais, moi là, j'ai l'impression du coup. Je connaissais, donc je me suis dit c'est sûr que tu vas connaître. Je joue contre Olivia du coup ou non, c'est que toi, tu joues contre toi-même. J'ai déjà perdu. Du coup, je me dis que ça va permettre aux auditeurs de connaître peut-être quelques anecdotes. On va commencer par une question très simple. Combien de 3 points a mis Shaquille O'Neal dans sa carrière? Il en a pas mis un? Je crois qu'il me demandait de répéter. Le chiffre 1? Si, il en a mis un seul. J'ai cru qu'il allait se tromper. Il en a mis un seul. Et à l'époque, en plus, à l'époque où il était avec le Orlando Magic, donc ça date quand même. Un seul. Ça, moi, quand j'ai lu la news, ça m'a fait halluciner en fait. Ouais, non, si, moi j'avais vu. Parce que souvent, cette anecdote-là, elle est racontée, elle ressort beaucoup. Parce que c'est vrai que c'est un joueur, encore un grand joueur, un mastodonte, et ces joueurs-là shootent peu à 3 points en fait. Typiquement, la différence d'un Victor qui lui shoot vachement et bien, tu vois. Lui, Shaquille O'Neal, non, il shootait pas. Mais maintenant, les grands en taille, maintenant, plus à notre époque, je trouve que plus on avance et plus les mecs en grand taille shootent beaucoup. En plus, ouais, c'est vrai. On va parler sneakers, je sais que t'aimes un peu les baskets. Ah oui. J'ai pu le voir sur certaines photos. Les Air Jordan, elles arrivent en 1985, mais au début, elles sont interdites des cours. D'ailleurs, est-ce que tu sais pourquoi? Non, c'était pas en NBA, c'était pas une histoire de couleur? C'était une histoire de couleur, ouais. C'est ça, ouais, parce que c'était pas aux couleurs de l'équipe et. Parce que c'était pas aux couleurs des autres. Parce qu'en fait, tout le monde devait avoir la même paire, en gros. C'est ça, ouais. Et Jordan avait une couleur, une paire aux couleurs de Chicago, je vais y arriver. Et il préférait se prendre des amendes, en fait, parce qu'il mettait une amende de $5,000 par match. Que Nike payait à chaque. C'est ça, qui était carrément rien au vu des ventes de Jordan. Toi, tu choses du combien? Désolé, petit aparté. Alors, moi, je chose du 46. Okay. Mais Victor, il chose du 56, je crois. Ouais. Du 56, je crois que c'est ça. Mais avant d'être. C'est pour ça qu'il a des longs bras. Avant de. C'est vrai. Ouais, c'est lié un peu. Oui, bien sûr. Je mens pas. Non. Elle connaît tout, on peut rien lui cacher. Mais comment il faisait pour se chausser avant d'être celui qu'il est aujourd'hui? C'est une très bonne question, je lui poserai, j'en ai aucune idée. J'aimerais bien que tu lui poses la question à l'occasion. Ça m'intéresse. Quelle taille faisait le plus petit joueur de la NBA? De l'histoire? Spud Webb, je dirais 1m57, 8. C'est pas le nom que j'ai. T'as qui toi? J'ai Muggsy Bogues. Muggsy était plus petit, ouais. 1m60. 60, ouais, ok, j'étais pas loin. Ok. Bah, on te l'accorde quand même, parce que tu l'avais. Oui, non, t'as raison, Spud Webb était plus grand, il mettait des dunks même et tout. Pardon. Question qui m'intéresse beaucoup, moi. Quel est le pourcentage de joueurs NBA qui n'ont plus d'argent, qui sont broke, comme on dit, 5 ans après la fin de leur carrière? Alors ça, c'est une stat qui avait beaucoup fait parler, mais qui a évolué depuis. Je crois que c'était 80% à l'époque, c'était pas ça? C'était 60. 60. C'est une stat terrible, tu te rends compte, qui était sortie il y a une douzaine d'années. C'est ça. Qui disait c'est ça que les mecs. Mais on dit que c'est kiff avec ce qui se passe aujourd'hui. Il semblerait que maintenant, en tout cas, je vois, mais les Français sont vachement mieux encadrés, mais tu te rends compte, c'est quand même un signe. Les mecs gagnaient des millions et ils avaient tellement un mauvais entourage, mal conseillé, habitués à faire n'importe quoi en soirée, les bijoux, les machins, que les mecs qui gagnaient des millions, ils arrivaient 5 ans après être sur la paille. C'est désastreux, tu vois, c'est catastrophique cette stat. Surtout quand une carrière, c'est quand même. Alors, c'est pas long par rapport à quelqu'un qui travaille dans la vie active jusqu'à la retraite, mais il y a de quoi amasser quand même pas mal d'argent. Tu fais une année à 1,5 million, je veux dire, la plupart d'entre nous on gagnera pas ça dans notre vie, tu vois. Ouais, donc je veux dire, mais faut investir. Ben voilà, mais maintenant ils le font, c'est mieux et tant mieux. Heureusement, faut apprendre aux jeunes sportifs à faire ça. Et tu vois, quand je vois les Victor justement, les Kylian Mbappé, ces mecs-là qui sont malins, qui font des choses intéressantes avec leur argent, bah soyez malins les gars. Ouais, mais comme tu dis, c'est l'entourage aussi. Si t'es bien entouré en général. Bien sûr. T'as croisé toi des joueurs un peu atypiques, des flambeurs comme ça, des mecs vraiment avec des personnalités de folie? Plein. Alors je te donnerai pas de nom, mais quand pas un qui t'a marqué? Quand j'étais à Los Angeles, moi je me souviens, j'avais la chance. Alors à l'époque aux Lakers, il y avait un Belge qui s'appelle un Congolais naturalisé belge qui s'appelle Didier Mbenga. C'était un pivot qui jouait aux Lakers et on avait sympathisé le côté francophone et tout, donc il m'emmenait un peu aux soirées. J'ai vécu des trucs mais chambés, incroyables. J'ai fait des soirées avec tous les Lakers. J'ai assisté à l'enterrement de vie de garçon, la bachelor party de la Marodome qui allait se marier avec la sœur de
de Kim Kardashian. C'était Khloé Kardashian, Ouais, je crois si, que c'était Khloé. Donc j'ai vécu des trucs, tu vois, et moi je les voyais les mecs flamber en soirée, acheter des bouteilles de vodka qui renversaient direct partout et tout. C'est ça, je me suis dit, t'as dû voir des trucs de ouf. Mais ouais, alors moi ça me faisait marrer. Quand t'as soif, c'est pas ça que tu bois. Hein. T'as soif de fête, ouais, mais t'as pas soif. Une dernière petite question. Quel basketteur s'est fracturé 3 fois le pénis? Pardon Moi, quand tu m'as posé la question, j'étais en mode quoi? Ah ouais. Comment ça? Tu l'as pas celle-ci? Ah non, j'ai pas la stat. Tu sais, moi j'ai répondu quoi? J'ai répondu Dwight Howard, mais c'est pas lui. C'était un bon choix. Ah, tu connais pas cette histoire? Ah, pas du tout, non. Dennis Rodman. D'accord, ça m'étonne pas. Voilà, moi aussi, quand j'ai dit la même chose. Alors, je t'invite, je te l'enverrai. Je t'invite. Non, non. Écoute à quoi il t'invite. Non, je t'invite à regarder cette vidéo. Je vais te l'envoyer vraiment via Insta. Je te l'enverrai en DM. C'est une vidéo qui avait été faite sur Vice à l'époque. C'est Vice qui avait fait cette vidéo où il raconte l'histoire de ces 3 fractures. Déjà, j'ignorais qu'on pouvait se fracturer. Non, c'est pas un os, comment on se. Bah, ils ont utilisé vraiment le mot fracture. Tu vas comprendre tout seul. Et la vidéo, quand il raconte, elle est illustrée par une sorte de petit dessin animé, un petit cartoon. Elle est hilarante, cette vidéo. Vraiment, je vous invite, vous tapez Vice, Dennis Rodman, fracture, pénis. Oui, parce Ça, qu'on je pense qu'on peut pas raconter ça. C'est les bons conseils qu'on donne ici à l'antenne de Move. C'est le service public. Après, la vie de Dennis Rodman, c'était quelque chose, un délire complet. Donc ça m'étonne pas. Pour ceux qui connaissent pas, tu peux c'était un des coéquipiers de Michael Jordan dans la grande époque des années 90. Ouais. Là. Il était foufou, vous savez, c'est celui, il était connu pour ses cheveux, ses teintures de toutes les couleurs, il changeait à chaque match et tout. Tatouage, piercing. Tatouage de partout, piercing de partout. Il avait sa Love Life, c'était sur tous les magazines. Il était avec Carmen Electra, avec machin, il changeait de Miss America toutes les semaines et tout. Aujourd'hui, il est encore, mais même aujourd'hui, il est ami avec Kim Jong-un, le dictateur nord-coréen. Il est déjà allé le voir et tout, j'ai vu des photos. C'est un mec incroyable, Dennis Rodman. Tu l'as croisé? Je l'ai croisé, je l'ai jamais interviewé, mais je l'ai croisé. Mec incroyable, en plus un charisme et tout. C'est vraiment une vie, il faut s'y intéresser. Ouais. Selon toi, le joueur, enfin en tout cas de ceux que tu as croisés, qui a le plus gros charisme? C'était Kobe. Ok. Kobe, il arrivait dans une pièce, tu sens un truc, tu vois. Le mec, moi, quand je l'ai croisé à chaque fois, il est venu à Paris une année, on a fait une longue interview, lui et moi, de 30 minutes. Il y avait plein de monde, les techniciens, son staff, les gens de Nike qui l'attendaient, tout ça. À partir du moment où il arrive, tu sens une espèce d'électricité dans l'air là. Ouais, ce mec, il était à part. Et il était bonne vibe. Grave, j'ai adoré. C'est pour ça que je suis fan de ce gars-là. Une fois, tout le monde était en panique avant qu'il arrive. Une fois qu'il est sur place, il serre la main de tout le monde. Bonjour tout le monde. Toujours avec le respect et tout. Et ouais, on adore. super mec. Michael Jordan, t'as eu la chance de le rencontrer? Je l'ai rencontré, mais je lui ai jamais parlé. Ok. Je l'ai croisé. Il était à Paris il y a 2 ans là quand il y a eu le match, l'année du Covid, il y a 3 ans maintenant, quand il y a eu le match à l'époque où il était Paris, là propriétaire de Charlotte. Il était venu, donc il était là à côté de nous. Mais tu lui as pas parlé? Bah tout le monde voulait lui parler, j'étais un peu pétri, tu vois, je me suis tétanisé quoi. Dieu devant moi là. C'est vraiment ça. Bon, et merci Rémi d'être passé. En tout cas, on rappelle que ton livre Road Trip NBA est disponible, c'est la 2e édition de ce livre. Donc si vous avez la première, allez compléter avec la nouvelle. Oui, c'est comme ça. Faites un beau Noël arrive, moins de 40 € ce livre. Et écoutez, il est bien lourd. Et il faut profiter aussi pour prendre le guide là, parce que ça peut servir. Et si vous partez aux États-Unis, le guide USA, c'est comme ça que tu l'avais appelé? Le guide USA, exactement. Il est toujours dispo? Il est toujours dispo partout. Magnifique. Dans les bonnes librairies. Faites vivre vos libraires de quartier plutôt qu'Amazon et allez-y. Ouais, grave. Très bien. Merci. Bon conseil. Merci pour ce message. On va profiter d'avoir Rémi Reverchon pour inviter les auditeurs à nous appeler, parce qu'on a justement un cadeau en lien avec la NBA à offrir à nos auditeurs. Gagnez votre PlayStation 5 avec le jeu NBA 2K24. Bon voilà, vous avez compris, c'est très simple. Demain, on vous offre une PS5 avec le jeu NBA 2K24. C'est pour ça. Tu joues un peu? T'es gamer ou pas? Ouais, je suis gamer complet de 2K24. Je te vends ça, GTA, mais j'y passe trop de temps d'ailleurs. Même moi, franchement, c'est un truc de fou. Ça prend beaucoup de temps. On va vous proposer de faire comme Rémi Reverchon. On vous offre la PS5 et le jeu NBA 2K24. Pour ça, il y a un tirage au sort. Vous vous inscrivez maintenant au 01 45 24 20 20. Joyner Lucas qui arrive pour la suite. 24 hours to live. Putain. 24 heures pour vivre, mais c'est peu. On dirait le nom d'un film de Bruce Willis. C'est très peu. Si te reste 24 heures à vivre, tu fais quoi? Je pars à Las Vegas et je crame tout. Tu parles de l'argent, hein, tu fous pas le feu au truc. Oui, non. Ouais. Pour faire préciser, demain, titré Rémi Reverchon dérape. Il veut brûler la ville de Vegas. Merci d'être passé nous voir en tout cas, tu reviens quand tu veux ici.